Bonsoir chers auditeurs et merci d'être à l'écoute de ce libre journal où je reçois ce soir Philippe de Villiers sur son livre Le roman de Jeanne d'Arc. Donc nous avons dans la première partie, pour ceux qui étaient là, écouté Philippe de Villiers nous raconter la première partie de l'histoire de Jeanne d'Arc. Nous suivons Jeanne pas à pas et vous avez beaucoup de chance chers auditeurs, c'est un beau cadeau que Philippe de Villiers nous fait aujourd'hui de consacrer 3 heures à vous et 3 heures à nous parler de Jeanne dont il a suivi les pas et écrit la vie depuis à la première personne depuis l'enfance à Domrémy jusqu'au martyre de Rouen, et nous en sommes à l'entrée à Orléans. Nous arrivons à Orléans après cette chevauchée fantastique, et quand on regarde la carte, qu'on voit l'itinéraire de Jeanne, on est frappé de l'espèce de ligne droite qui fonce de Vaucouleurs à Chinon, comme s'il n'y avait pas d'ennemis, alors qu'il y en avait quand même partout, et qui traverse les lignes ennemies, c'est le cas de le dire, et qui arrive. Et là maintenant, elle a été reconnue par les docteurs qui ont considéré qu'elle était saine de corps et d'esprit, par les dames qui l'ont examinée et qui ont dit qu'elle était bien pucelle. Donc c'est pas un homme, c'est bien une femme. Cette femme est bien une jeune fille. Cette jeune fille est bien pucelle et elle est ni folle ni diabolique. Donc apparemment, si elle est ni folle ni diabolique, elle est quand même probablement de Dieu. Ils le disent pas encore, mais enfin ils disent quand même que le roi peut lui faire confiance. Et le roi, du coup, alors là c'est pas Philippe de Villiers qui le dit, c'est moi, mais enfin ça revient au même. Je pense que là on est d'accord. Le roi là, au poker, on dirait qu'il joue son tapis, hein, il met tout. Il lui donne une maison militaire, il lui donne 12 000 hommes, il lui donne un véritable trésor de guerre, et elle devient quasiment le général en chef. Elle n'est pas en titre, d'ailleurs elle se croit. Et Philippe me contredira si je me trompe, mais je crois qu'elle n'a jamais eu de titre véritable. Mais elle était en réalité, elle était le chef. Non, c'est elle qui dit qu'elle est chef de guerre à un moment donné, dans une de ses lettres. Oui, mais après elle dit qu'elle l'a pas mis. Chef de guerre, je suis chef de guerre. Après, elle dit non, ça vous l'enlèverez. Absolument. Mais enfin, elle l'est. De fait, elle l'est. Elle l'est. De fait, elle l'est. Mais à un moment, ce sera Dunois qui sera le lieutenant général du royaume, enfin le général en chef. Après, ça sera d'Alençon. Mais en fait, c'est elle qui commande avec. Alors, ce que nous allons voir maintenant, avec 2 fronts pour elle. La guerre contre les Anglais, qui est le premier front, et la guerre à l'intérieur contre le Conseil, contre les capitaines, contre tous ceux qui veulent l'empêcher de faire véritablement la guerre qu'elle veut faire. Voilà, exactement. Ouais, alors on arrive à Orléans, et d'ailleurs ça commence puisque elle interpelle Dunois en disant vous êtes le bâtard d'Orléans, c'est vous qui m'avez fait passer par là, et ben votre conseil est moins bon que le mien. Hein, bon. Alors justement. Effectivement, le 29 avril, donc arrivé à Orléans. Alors, d'abord, c'est quoi le convoi qui va à Orléans? C'est un convoi d'avitaillement, de ravitaillement. Il s'agit d'apporter à la population d'Orléans, qui commence à mourir de faim, des denrées, de la nourriture, et aussi de la poudre, et aussi du salpêtre, qui vient de toute la France, qui arrive de Blois. Donc des chariots et des chariots. Et je crois qu'il faudrait dire pour nos auditeurs, qui bien sûr sont des gens très cultivés, mais parmi eux il peut y avoir des gens qui le sont un petit peu moins, en peu de mots, pourquoi Orléans? Quelle était l'importance d'Orléans à ce moment-là de la guerre? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la Loire qui sépare la France occupée de la France libre. Au sud, il y a la France libre, avec à Bourges le roi de Bourges, et au nord, l'Angleterre, et à l'est, la Bourgogne. La Bourgogne qui... le duc de Bourgogne exerce son autorité sur la Bourgogne, mais aussi la Champagne, et l'Artois, la Flandre. C'est pas rien, c'est un vrai royaume. Donc ce que ne tient pas le roi d'Angleterre, qui est roi de France et d'Angleterre,
depuis le traité de Troyes, c'est le duc de Bourgogne qui le tient pour lui. Bien. Alors pourquoi Orléans? Parce que Orléans c'est la ville, c'est le verrou. Il y a un rêve français, il y a un rêve anglais. Le rêve français, c'est de libérer Orléans, assiégé par les Anglais, pour pouvoir ensuite entrer en Normandie et regagner le nord et repousser les Anglais jusqu'à la mer, puisque les Anglais occupent la Normandie et le roi d'Angleterre va arriver à Rouen au château du Bouvreuil, où plus tard Jeanne d'Arc sera enfermée. Et le rêve français, c'est au contraire, le rêve anglais, c'est au contraire de relier la Normandie à la Guyenne, pour avoir une nation d'un seul tenant, pouvoir traverser la France sans rencontrer l'ennemi français, qui est chez lui. Et donc, l'entreprise anglaise est une entreprise de conquête de l'ensemble du territoire français. Et donc, il manque la France libre pour les Anglais. Les Anglais qui occupent tout le nord de la France veulent occuper le sud et faire cette fameuse route, ce corridor, pour commencer, entre la Normandie et la Guyenne. Si Orléans tombe aux mains des Anglais, alors on traverse la Loire et on se retrouve de l'autre côté. Si Orléans ne tombe pas et reste une ville française, c'est sur le plan symbolique le début de la fin pour les Anglais. Tout le monde le sait, tout le monde s'y attend, tout le monde le dit. Symbolique, pourquoi? Parce que le duc d'Orléans, Charles, écrit des poésies à Londres dans sa geôle. Et donc il est le prisonnier des Anglais depuis la bataille d'Azincourt, depuis 1415. Et donc, pendant qu'on y est, donc Orléans, il y a des remparts tout autour de la ville, avec des portes. Et puis tout autour des remparts, les Anglais ont installé, depuis 1428, ce qu'on appelle des bastilles, et pour protéger les bastilles, ce qu'on appelle des boulevards, avec des ouvrages de terre, avec des fagots, des pieux très hauts, très difficiles à franchir, et puis naturellement partout des fossés. Donc en réalité, il y a une protection pour la ville, ce sont les remparts, et il y a une base pour l'assaut, une base logistique pour l'assaut anglais, ce sont les bastilles. Il y en a 12. Bon. Certaines sont absolument imprenables, comme la bastille qui commande l'ensemble, c'est la bastille des Tournelles sur le pont, le grand pont d'Orléans, qui est d'ailleurs coupé en 3 de ses arcades. Quand Jeanne arrive à Orléans, elle fait une entrée triomphale, la ville est pavoisée, elle ne peut plus avancer avec son cheval, parce que tout le monde veut l'embrasser, tout le monde veut la toucher. Elle est déjà l'ange héraldique du royaume. Et elle apprend à connaître la ville, à l'intérieur, à l'extérieur. Très vite, elle apprend le métier de la guerre. Elle apprend ce que c'est qu'une coulevrine, un serpentin, un crapaud d'eau. Elle voit arriver, elle, des jeunes artillers, dont un artiller lorrain qui fait merveille, avec sa coulevrine. Voilà. Et elle apprend à disposer d'une artillerie. Et puis, elle veut aller à l'assaut. Et là, il y a le face-à-face avec les seigneurs de la cour. Jeanne leur fait 3 reproches graves. Premier reproche: lorsque je suis arrivé à Orléans, vous m'avez trompé, vous m'avez abusé, vous m'avez menti, comme à une petite pastoure, comme une petite vachère. Et pourquoi on vous a menti? Vous savez très bien, vous, le bastard d'Orléans, vous savez très bien que vous m'avez menti, parce que j'avais demandé à arriver par la rive droite, c'est-à-dire par la Beauce, pour attaquer tout de suite la Bastille où se trouve Talbot, leur chef, tout de suite, dès mon arrivée. Et en fait, je viens de m'apercevoir qu'on est arrivé par la Sologne, donc par l'autre rive, et que donc il nous faut maintenant franchir la Loire avec nos chariots, ce qui est une autre paire de manches.
Donc en fait, elle comprend que les seigneurs de la guerre, les capitaines, la tiennent pour quantité négligeable. Et la petite Pastoure du calme, tu connais rien à la guerre. Deuxième reproche, au fil des jours, elle apprend qu'il y a des conseils qui se tiennent dans la ville, sous la présidence de Dunois, avec Lahire, avec tous les capitaines, avec le seigneur de Gaucourt, avec le maréchal de Saint-Sévère, avec le maréchal de Ray, etc. Et elle n'est jamais invitée. Elle n'est jamais invitée. Et quand elle demande quelles sont vos résolutions, on lui répond on vous expliquera plus tard. Voilà. Et elle dit vous êtes à votre conseil, moi je vais au mien. Évidemment, le sien c'est le conseil d'en haut, ce conseil céleste. Et le troisième reproche, et là c'est très intéressant. Elle veut aller à l'assaut tout de suite. Et les chefs, eux, disent non, nous n'irons pas à l'assaut tout de suite. On va vous expliquer, Jeanne. Et elle comprend rien de ce que le conseil explique. Alors le conseil explique, vous comprenez, nous on a derrière nous nos pères, nos grands-pères, des souvenirs douloureux, Crécy, Azincourt, Verneuil, Le Rouvray. Donc à chaque fois, c'est la défaite. Alors c'est la défaite pour une raison simple, c'est que nous on est bons avec nos arbalètes dans les meurtrières, mais les Anglais sont meilleurs que nous avec l'arc long, le longbow, là, qui tire de beaucoup plus loin et qui depuis Azincourt fait merveille. Donc, il s'agit pas d'attaquer n'importe comment. Il faut d'abord qu'on ait des arbalètes et qu'on attaque à notre manière en choisissant notre terrain et notre moment. Donc Jeanne, elle répond sur un autre ton. En disant ceci, vous croyez à la force des armes, moi je crois à la force d'âme. Et d'ailleurs, écoutez la population comme je l'ai fait ce matin en allant à la messe, à la paroisse Saint-Paul. Qu'est-ce que j'ai entendu? Les citadins qui disaient, tous ces chefs de guerre, ils veulent faire durer la guerre parce qu'ils en vivent. Alors que nous voulons l'abréger parce que nous en mourons. Et donc Jeanne explique au chef de guerre, il y a un élément que vous ne prenez pas en compte à la guerre, c'est la ferveur. Donc c'est là où elle est un génie. Elle est un chef de guerre génial. C'est que elle met sur un plateau de la balance de Roberval, comme dit l'autre, un poids auquel les chefs de guerre n'ont pas du tout pensé, c'est la ferveur. Et elle dit ne laissez pas tomber la ferveur. Voilà. Et là on se trouve devant une difficulté terrible, c'est que dans la rue, puisqu'on lui dit ça sera plus tard l'assaut, il faut attendre que l'armée de Dunois soit repartie chercher des arbalètes, on va revenir après et là on attaquera. Donc elle s'ennuie, elle va au rempart, elle prend des insultes et puis elle parle avec les gens. Et qu'est-ce que lui disent les gens? Il dit mais qu'est-ce qu'on attend? Et elle dit et on attend on attend l'armée qui va revenir. Mais non. Et ses chefs. Mais non, on n'a pas besoin d'armée. Et on a vous. Donc on vous suit. Et donc en elle-même, elle se dit ils ont raison. Moi, je suis bien suffisante. Mais je suis prêt à y aller. Mais j'obéis. En fait, elle n'est pas chef de guerre. Tout à l'heure, tu disais, Jacques, on sait pas très bien si elle commande rien, en fait. Elle commande rien. Elle est un drapeau vivant. Et comme drapeau, c'était leur idée. Comme drapeau vivant, ils la prennent sans problème. Bon. Et là, il y a un événement inattendu, absolument insolite. Elle dort. Elle habite chez Jacques Boucher, le trésorier royal au Parlement, trésorier royal du duc d'Orléans. Près de la porte Régnard, donc à l'autre bout, du côté occidental, et en face de la Bastille où est Talbot. Et elle entend du bruit. Elle se réveille, elle appelle son écuyer en disant vous ne m'avez pas dit qu'il y avait du bruit. On entend du bruit, on entend des cris, il y a une bataille quelque part. Et donc finalement, elle saute sur son cheval, elle oublie son étendard et lui lance par la fenêtre. Et elle presse tellement son destrier qu'un foyer d'étincelles jaillit sous ses pas, dit-on. Elle traverse la ville,
elle sort par la porte de Bourgogne et elle arrive à ce qu'on appelle la Bastille Saint-Loup. Elle ne s'est jamais battue de sa vie, et c'est pas ce que c'est que tenir une épée, un étendard à cheval d'une seule main, et elle ne sait pas ce que c'est que donner des bons torchons, comme on dit. Et en fait, un sentiment nouveau s'invite en elle. Elle passe entre les traits d'arbalète, entre les plombées de coulevrine. Elle crie à l'assaut, aux lances, aux épées. Tous les soldats se tournent vers elle, exultent. Les Anglais gisent à terre. C'est la première fois qu'elle voit le sang couler. Un champ poissé, un champ d'honneur poissé de sang. Elle entend le carillon. C'est donc la victoire. Elle se retourne. Tout le monde l'attend. C'est une haie d'honneur invraisemblable. On lui jette des fleurs. C'est sa première victoire. En fait, victoire inattendue, insolite, victoire hasardeuse, première charge, première victoire, premier tédéum. Elle entend le tédéum, elle y participe. Et tout ça semble tout à fait naturel. Alors ça aiguise évidemment la jalousie de tous les autres capitaines. Là, on est le 4 mai 1429. Et elle dit à son chapelain, c'est dire à quel point elle est déjà dans la guerre, elle est plus la pastoure, là. Elle est vraiment chef de guerre dans sa tête. Elle dit à son chapelain, le soir, en mangeant un œuf mollet préparé par Madame Boucher, dans sa petite chambre de parement au premier étage, elle lui dit, préparez-vous demain, dites aux hommes de se préparer, j'ai besoin de 4000 hommes demain matin, on va demain attaquer les tourelles. Et le chapelain lui dit, mais vous n'y pensez pas, Jeanne, demain c'est l'Ascension. Ah, j'avais oublié. Et cet épisode, cette anecdote montre qu'en fait, entre la petite vachère et la guerrière, on a basculé. Ça, comment dirais-je, Elle a changé de peau, là. Elle a changé de peau, voilà. Et donc, on laisse passer l'Ascension. Et le 6 mai, elle a simplement prévenu Dunois et les autres qui vont la suivre. Voilà, je vais traverser la rivière 2 heures avant Matine. Donc 2 heures avant Matine, avec 4000 hommes, elle traverse la rivière. Elle passe de l'autre côté de ce qu'on appelle la rivière à l'époque, hein, c'est la Loire. J'ai oublié de préciser. Et c'est quand même assez large. Hein. Il suffit d'aller à Orléans pour comprendre. Et là, en fait, il va y avoir 2 prises dans la même journée. Après la Bastille Saint-Loup, qui est réduite en cendres la veille, le 4 mai, l'avant-veille, le 6 mai vont tomber la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc et la Bastille des Augustins. Donc là, c'est un 2e triomphe, 2e victoire, 2e tédéum. Et son idée à elle, c'est de poursuivre dans la même journée. Et les capitaines font tout pour la ramener dans la ville pour un sommeil bien gagné. Et le 7 mai, au matin, Jacques Boucher l'attend pour ce qu'on appellerait aujourd'hui le petit déjeuner. Et pour lui faire plaisir, il lui a préparé une alose qui a été pêchée la veille dans la Loire. Et elle repousse le plat, il dit non, laissez-la pour ce soir. Je la mangerai ce soir avec des Anglais. Et Jacques Boucher, qui trouve ça douteux comme humour, lui dit, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Et il dit, ce matin, je vais repartir par la Loire, et ce soir, je reviendrai par le pont. Et c'est la grande bataille, le grand assaut du 7 mai. Donc, il s'agit d'attaquer la Bastille des Tourelles, la plus difficile à prendre, parce qu'elle est garnie d'une artillerie d'excellence anglaise, et le pont, en plus, est coupé 3 de ses arches du côté de la porte du Midi de la ville. Et donc là, elle voit les cimiers qui tressautent,
il y a un désordre formidable dans le désordre de l'enthousiasme. Et pendant des heures et des heures, c'est l'assaut. Avec, dit-elle, des hauts faits d'armes de part et d'autre. Et les Anglais se défendent évidemment comme des enragés, parce que c'est leur dernière chance. Et puis, à un moment donné, elle sent ce que il y a une expression chez les soldats qui est toujours la même, le destin hésite. Il y a toujours un moment où le destin hésite. Et là, le destin hésite, et elle capte dans le regard des soldats le doute. On n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lance son étendard et saute dans le fossé. Elle saute dans le fossé. Elle se retrouve au fond du fossé, où elle a glissé. Et là, elle récupère une échelle, une grande échelle. Elle la prend à pleine main. Elle la redresse, l'applique contre la haute palissade de la redoute, et elle grimpe. Évidemment, tout le monde s'arrête. Tout le monde la regarde. Et quand elle était au dernier barreau, elle reçoit un vireton au-dessus du sein, entre le cou et l'épaule, la fameuse blessure. Elle tombe à la renverse, à demi morte. Tout s'arrête. Consternation sur le champ de bataille. Cri de joie chez les Anglais. Elle est morte, la sorcière. Elle va mourir, la sorcière. Cri de tristesse et de désespoir chez les Français. Si Jeanne meurt, c'est la fin. Et elle-même se dit, je savais que je serais blessée, mais je ne savais pas que j'allais mourir. Elle a vu de ses propres yeux, déjà à 2 reprises, des chevaliers se déflécher, se déferrer, c'est-à-dire arracher la flèche. Et donc elle va arracher la flèche. Elle défaille, elle a du mal à retrouver ses esprits, on l'éloigne dans une vigne, et là, elle refait des forces. Elle veut revenir. Les capitaines l'en empêchent. Elle veut revenir. Ils ne pourront pas l'empêcher. Elle remonte sur son cheval, elle crie à l'assaut, elle replante son étendard, c'est l'assaut final. Surprise, grande surprise, magnifique surprise, on voit la porte du Midi qui se défonce, ce sont les habitants d'Orléans qui viennent avec des menuisiers, des charpentiers, réparer le pont en posant des planches. Et à un moment donné, Jeanne fait comme elle avait dit le matin, elle traverse le pont et elle rentre dans la ville. Vous imaginez les cris. Elle est avec Dunois, qui est devenu pour elle un ami fidèle. Les rôles se sont renversés. Les rôles se sont renversés dans tous les sens. Les assiégeants sont devenus les assiégés sont devenus les assiégeants, et les capitaines sont devenus les seconds de la chef de guerre, Jeanne d'Arc. Parce que cette fois-ci, c'est bien elle qui a commandé l'assaut. Et donc tout bascule, c'est évidemment un immense tédéum, procession, reposoir, des fleurs partout, et l'enchaînement de succès. En pleine nuit, elle entend des cris, elle vient à sa fenêtre, à la porte-fenière, et elle voit que les Anglais désemparent. Elle pense que c'est un dernier assaut, mais non, pas du tout. Ils partent, ils s'en vont, ils sont en fuite. Donc c'est la victoire d'Orléans, ce fameux 8 mai, où le prêtre en chair va dire, dans l'histoire des hommes, c'est toujours en 3 jours que les grandes choses se passent. 3 jours de la mort à la résurrection. Il a fallu 3 jours pour que la ville d'Orléans soit ainsi libérée. Et c'est là que Dunois et La Hire, lequel des deux je ne sais pas, lui dit, vous avez, Jeanne, effacé les grandes meurtrissures, les grandes amertumes, nos plaies familiales, parce que depuis un siècle ou presque, nous avons eu dans nos familles de grandes pertes, de grandes souffrances, de grandes douleurs, de grands drames. Vous avez effacé Azincourt, Crécy. C'est la première fois que la France connaît une vraie victoire. Vous écoutez Radio Courtoisie et nous écoutons ensemble Philippe de Villiers qui nous raconte le roman de Jeanne d'Arc tel que il vient de le publier chez Albin Michel
dans un livre magnifique qui est une immense cinécénie de la vie de Jeanne. Et nous terminons la victoire d'Orléans, la bataille d'Orléans. La victoire d'Orléans qui est la première grande victoire de Jeanne et qui ouvre alors la seconde étape de la vie de Jeanne qui est d'Orléans à Reims. Et sauf qu'il y a un accroc entre les deux. Il y en a même deux accrocs. C'est que, vous avez raison, Jeanne, le 9 mai, quitte la ville. Elle n'a qu'une idée en tête. Elle a accompli sa première mission. Le siège est levé. Le siège d'Orléans est levé. Il faut accomplir la deuxième. Accompagner le roi à Reims. Et là, il y a un premier accroc. Le conseil de cour se réunit et écoute Dunois, qui est quand même un grand capitaine, un grand chef de guerre, et qui dit ceci, c'est le bon sens. Il dit attention, les Anglais ont fui Orléans, ils sont partis se replier sur la Loire, en amont et en aval. Donc cette victoire magnifique serait inutile si nous ne commencions pas, avant d'aller à Reims, par nettoyer la Loire, en amont et en aval. Le dauphin prend la décision, la prochaine campagne sera sur la Loire. Donc Jeanne, qui n'est pas d'accord avec ça, Jeanne voudrait aller tout de suite à Reims, est obligée de se plier à cette résolution, et avec le Beau-Duc, qui devient le chef de guerre, le lieutenant général sur le fait de la guerre, elle va enchaîner les victoires. Donc, Jargeau, la Loire est libre en amont, puis Main, Beaugency, où on voit arriver le connétable de Richemont qui vient au secours du succès, et puis Patay, naturellement. Et là, Patay, 18 juin, c'est la grande victoire de Jeanne d'Arc qui est faite définitivement à Azincourt parce que ça s'est passé en plaine. Donc, les Français ont battu pour la première fois depuis un siècle les Anglais sur la plaine. Et après Patay, là, c'est la grande victoire. La Loire est libre. Et donc, si la Loire est libre, alors on peut écouter à nouveau Jeanne. Et Jeanne se retourne vers le dauphin et lui dit, bon, vous m'aviez dit, on peut pas aller à Reims, il faut d'abord nettoyer la Loire. On a nettoyé la Loire, il n'y a plus d'Anglais sur la Loire, donc maintenant on va à Reims. Et là, conseil de cour dit, ah pas du tout. Et là c'est le Beau-Duc qui lâche Jeanne et qui dit non, fallait en Normandie. Alors Jeanne lui répond, oui, bah oui, évidemment, vous êtes normand, donc vous voulez aller chez vous. Bon, duc d'Alençon, bon. Et pas du tout, disent les capitaines. Faisons appel à notre raison. D'un côté, il y a la Normandie, où se trouvent beaucoup de chagrineux par rapport à l'Angleterre. Le pays est mûr pour se retourner. Là-bas, il y a les ports. Si on veut bouter les Anglais, il faut les bouter dans nos ports, là-bas. Il faut reprendre les ports. Et surtout, attaquer Rouen au cœur de sa puissance, attaquer la Normandie au cœur de sa puissance, c'est la ville de Rouen, où se trouve le gouverneur Warwick, où se trouve le petit roi Henri VI, où se trouve la résidence du régent Bedford, le régent du royaume de France et d'Angleterre. Et donc, Jeanne répond à cela avec une victoire normande. Le roi sera puissant. Avec le couronnement, le roi sera tout puissant. C'est-à-dire que vous voulez commencer par la libération et ensuite aller à l'onction. Moi, je propose l'inverse. D'abord l'onction et ensuite la libération. C'est là le moment génial de Jeanne. Elle n'est plus la pastoure, elle n'est plus le chef de guerre, elle est un génie stratégique. Un geste politique. Un geste politique, voilà. Et en fait, et tout le conseil est contre elle. Et puis,
le roi a une lumière, une intuition, il l'écoute et il dit, c'est Jeanne qui a raison, on va à Reims. Alors, faut dire que aller à Reims, ça veut dire traverser 100 lieues de terre ennemie. Alors, c'est vrai que si on se remet dans l'ambiance du Conseil, d'un côté la Normandie c'est du gâteau, on va jusqu'à la mer, on reprend tout le nord, c'est ce qu'on avait dit, le rêve français, on fait sauter le verrou d'Orléans et on passe de l'autre côté, de la France occupée. Après on aura tout notre temps pour emmener le roi à Reims, alors que elle dit, et on ajoute, alors que vous imaginez Jeanne traverser la France occupée, elle répond mais on fera des sièges. Troyes, Auxerre, etc. Et à ce moment-là, Dunois lui dit, mais Jeanne, oui, bien sûr, on fera des sièges. Oui, sauf que quoi? Des sièges, on sait en faire, on vient d'en faire à Beaugency, on vient de les faire, les sièges, là, on en a fait 4. Et Dunois lui dit, sauf que là, on n'aura pas de machine, on n'aura pas d'artillerie, parce que on pourra pas transporter tout ça avec nous. Donc on fera des sièges avec nos mains, avec des fagots qui vont aller chercher dans les forêts. Donc ça sera pas du tout la même chanson. Voilà. Et donc en fait ils ont raison en termes de prudence, mais Jeanne a le génie de la décision et de la percée conceptuelle, comme on dit en stratégie militaire. Et donc voilà, c'est le départ pour Reims. Et là c'est une aventure extraordinaire. Et continue à se heurter au grand chambellan, le gros Georges, parce qu'elle veut attaquer la ville de Troyes. Et la Trémouille dit il faut revenir en arrière. Et les Reynaud de Chartres, ils veulent revenir en arrière. Ils veulent arrêter l'expédition. Mais avant, elle s'était heurtée dès la ville d'Auxerre. Ils voulaient pas attaquer la ville d'Auxerre. Enfin, ils veulent toujours négocier. Ils veulent négocier. Et donc là, il y a le début de la crise qu'on va connaître après. Il y a ceux qui veulent la paix au bout de la plume, ceux qui veulent la paix au bout de la lance. Alors, elle dit ça très bien, une paix française, une paix ferme, ou une paix bourguignonne, une paix ambiguë. Voilà. Et comme eux, ce sont des diplomates, les diplomates adorent l'ambiguïté, c'est leur monde, c'est leur culture. Voilà. Malgré tout, elle l'emporte. À Troyes, c'est elle qui déclenche les hostilités et finalement la population va avoir peur et va lâcher le traité de Troyes et se mettre en l'obéissance royale. À Châlons, une surprise énorme, elle voit des habitants de Don Rémy, le fameux Gérardin d'Épinal qui était le seul bourguignon de Don Rémy, dont elle est devenue la marraine du fils, vient la voir, elle tombe dans ses bras et il lui dit tout Don Rémy t'attend. Tout Don Rémy sait que tu vas à Reims sacrer le roi et tu auras une surprise là-bas. Laquelle? C'est une surprise. Et donc le cortège arrive à Reims. Là, elle fait une entrée triomphale, comme à Orléans. La ville est pavoisée, la ville est parée. Donc le roi respire parce que le roi avait très peur. Parce que quelques mois auparavant, l'évêque de Beauvais était venu sermonner la ville de Reims. La bourgeoisie rémoise ne cédait pas au soi-disant dauphin, comme on l'appelait dans le traité de Troyes, le soi-disant dauphin. C'est comme ça que l'appelait sa mère, Isabeau de Bavière. Ne cédait pas au soi-disant dauphin. Donc il a très peur. Il dit comment va être la réaction de la population? Et toutes les compagnies sont là, tous les artisans sont là, toutes les confréries sont là, toutes les bannières sont là. On a une nuit pour se préparer puisqu'on est le samedi 16 juillet et que le sac doit avoir lieu un dimanche. Et donc on n'a pas les régalias, elles sont à Saint-Denis. Coup de chance, les Anglais n'ont pas pensé à voler la Sainte-Ampoule, elle est toujours là. Et donc là, Jeanne se prépare, elle prépare sa huque de soie, elle prépare son harnois blanc que son écuyer va frotter de cendre pour le faire resplendir pour le sacre. Et Jean Pasquerel, son chapelain, lui dit « Pas de casque, Jeanne, demain. La célébration qui vient n'est pas une bataille, c'est un mystère où
la puissance d'en haut déposera en chacun de nos cœurs un peu de sa grandeur céleste. Donc elle va s'approcher du parvis, elle va passer devant l'hôtellerie de l'âne rayé, où il va se passer quelque chose tout à l'heure, après le sacre. Elle marche sur le pavé, elle entre, et en entrant dans la cathédrale, elle croise un sourire, un ange qui lui sourit, un sourire du ciel. Mais elle remarque que l'ange tient dans la main une palme, la palme du martyr, comme si c'était une prémonition. Elle entre dans la cathédrale et on lui fait signe, le roi vous attend, le roi vous attend. Elle continue à monter, continue à monter. C'est une femme, elle n'a pas le droit d'aller dans le chœur. Elle est admise dans le chœur. Et elle est tout près du roi, tout près du dauphin, avec son étendard tenu par son chapelain et un moine qu'elle a trouvé sur son passage à Troyes. Et donc elle va vivre la cérémonie du sacre au premier plan. Et là, elle se dit quoi? Elle se dit, depuis Don Rémy, depuis mon premier âge, et mon âge de première discrétion, j'avais un rêve. Comme tous les rêves, un rêve hors d'atteinte. Je rêvais qu'un jour, j'aurais sous les yeux la Sainte Ampoule. Et elle a sous les yeux la Sainte Ampoule. Donc pour elle, vous imaginez, c'est extraordinaire. Et alors, elle vit le sacre comme évidemment un moment de très grande émotion, et en même temps, avec sa prudence géniale, elle se dit, c'est fini pour les Anglais. Quand dans quelques instants, il aura reçu le Saint-Crème, Charles le Septième ne sera plus le dauphin. Il ne sera plus seulement roi par la nature, il sera roi par l'onction. Et là, il y a un geste qui montre qu'elle a bien compris ça. C'est que dès que le sacre est fini, avant la messe, avant qu'on ouvre les portes, et qu'on installe le roi sur le jubé, entre le chœur et la nef, elle se précipite aux pieds du roi, et elle lui dit, gentil dauphin, souffrez que désormais je ne vous appelle plus gentil dauphin, mais sire le roi. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit, or est accompli le plaisir de Dieu. Voilà. Voilà. Qui voulait que vous fussiez. Et donc elle a accompli, alors elle a accompli sa mission, mais là il y a un débat chez beaucoup d'historiens, et moi je pense qu'elle a accompli une partie de sa mission, parce que après il lui reste Paris, il lui reste surtout à libérer Charles d'Orléans, parce que normalement ça fait partie de c'est pourquoi elle est venue. Mais là elle a quand même, là c'est le cœur de triomphe, mais justement, il y a après, dans le roman, mais qui n'est pas un roman, qui est une vraie histoire, après, il y a une récompense, si on peut dire, très familiale pour elle. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Et là, j'ai beaucoup travaillé parce que je voulais que la scène soit vraie, quoi. Et donc, il fallait pour qu'elle sonne vraie, qu'elle soit vraie. Mais en fait, la vie de Jeanne d'Arc, c'est à la fois très loin de nous et vraiment tout près, parce que ce sont des choses de famille, en fait. Et tout est naturel dans le surnaturel et surnaturel dans le naturel. Donc, on finit par s'habituer. Et là, la scène que je vais décrire, beaucoup de gens qui nous écoutent vont dire, mais c'est pas possible, c'est inventé. Et pas du tout. Et donc, elle sort de la cathédrale. Il y a une immense fête, comme à tous les sacres. Le roi va rejoindre le palais du Tau pour un grand banquet, où sont admis évidemment les princes du sang, la famille royale, voilà, et où on l'attend. On sert au peuple dans un immense cerf de bronze un breuvage rémois qui doit ressembler au champagne. En tout cas, c'est pas du vin de Bourgogne. Et on lui dit, vous êtes attendu à l'hôtellerie de l'âne rayé. Et elle arrive devant l'hôtellerie de l'âne rayé, elle revoit ses amis de Don Rémy.
emmené par Gérardin d'Épinal, le fameux bourguignon de Don Rémy, converti à la victoire française, qui lui dit, Jeanne, il faut que tu viennes dans la petite courette. Donc elle entre dans l'hôtellerie de l'Âne Rayé, donc sur le parvis, en face de la cathédrale. Elle se retrouve dans une petite courette, et là, elle est face à face avec un homme qui pleure d'émotion et de joie. Mon père. C'est son père. Il dit, comment? Alors sa mère était venue à Chinon. Il lui avait fait la surprise. Elle avait fait Don Rémy le Puy pour faire son jubilé. Jubilé exceptionnel cette année-là, parce que cette année-là, l'Annonciation, la fête de l'Annonciation tombait le même jour que le Vendredi Saint. Et donc, portait des indulgences supplémentaires. Elle était allée prier pour sa fille au Puy, à l'occasion de ce jubilé, et ensuite, au lieu de retourner à Don Rémy, elle a suivi des écuyers jusqu'à Chinon. Surprise immense pour Jeanne, puisque Jeanne vit dans le remords permanent. Je suis parti de Don Rémy, j'ai désobéi à mon père et à ma mère. Et ça, c'est pas bien, c'est pas chrétien. Je ne pouvais pas faire autrement parce que c'est un ordre de mes voix et que j'étais devant un terrible dilemme. Obéir à mes voix, c'est trahir mes proches. Obéir à mes proches, c'est trahir mes voix. J'ai choisi le ciel. J'ai choisi la maison du Père d'en haut plutôt que la maison du Père d'en bas. Et là, elle revoit le Père d'en bas. Elle se précipite dans ses bras. Elle voit qu'il a une rose fanée à la main. Et il lui dit, c'est une rose de ton jardin. Elle prend la rose sur elle. Elle pleure. Tout le monde pleure. Et elle demande à son père, est-ce que vous m'avez pardonné? Oui, ma Jeanne, ma petite Jeannette, on t'a pardonné. Ta mère et moi, on t'a pardonné. On n'avait pas compris. Mais maintenant qu'on a compris et qu'on a vu ce que tu avais fait, c'est ta loi de nous pardonner. Mais bien sûr, je n'ai pas à vous pardonner, vous ne saviez pas. Mais en revanche, je suis venu te dire quelque chose, Jeannette. Maintenant que ta mission est accomplie, si j'ai bien compris, il faut revenir. Tes frères, j'allais dire, et ta sœur, mais sa sœur est morte il y a quelques mois avant, Catherine. Tes frères et ta mère, nous t'attendons. Si jamais tu ne reviens pas, ta mère et moi, nous allons mourir de chagrin. Ça, cette phrase, elle est importante parce qu'elle va poursuivre Jeanne pendant toute la période de doute qui va précéder son arrestation et qui va suivre l'échec de Paris. Parce qu'elle va se dire, il y a un homme politique un jour de petite facture qui a parlé de la tentation de Venise pour lui. Mais là, c'était la tentation de Don Rémy, c'est autre chose. C'est-à-dire raccrocher la potence et revenir chez moi, quoi. Pour retrouver le jardin de mes roses. Et cette scène-là va être pour elle comme une aimantation sur tout le parcours qui va suivre. Alors pourquoi une aimantation sur le parcours qui va suivre? Ben là, tout change. Et c'est incroyable parce que avant c'était la guerre et après la victoire, tout change parce que quand le but est atteint, les esprits changent. Je m'explique. Quand Charles le Septième est couronné, il retrouve son instinct capétien. Son instinct capétien le porte à l'unité du royaume. Il faut faire l'unité du royaume. Avant tout, je ne supporte pas la faute de Montreux. Je ne supporte pas que les Bourguignons pensent que c'est moi le coupable. J'étais sur le pont de Montreux lorsque le duc de Bourgogne
le père de Philippe le Bon, Jean sans peur, a été assassiné en 1419. On m'a attribué la faute, on m'a attribué la responsabilité du crime. Je ne le supporte pas. Et je veux le pardon des Bourguignons pour l'unité du royaume. Et donc, ce que me propose Jeanne maintenant, de faire la paix au bout de la lance, c'est-à-dire de continuer la lutte, est en contradiction avec ce que me conseillent mes conseillers. Il faut la paix au bout de la plume, avec le paraphe, la négociation, un véritable accommodement pour que je parvienne à l'unité du royaume. Donc, et là, Jeanne comprend en fait que... Il va même lui faire qu'il demande pardon. Oui, mais il lâche tout là. Il lâche tout, il est prêt à tout. Alors, mais c'est magnifique en même temps. C'est magnifique parce que on est devant de grandes philosophies. D'un côté, Jeanne qui dit mais je n'ai pas fini mon travail. Je ne l'aurai fini que lorsque les Anglais auront été boutés hors du royaume. Laissez-moi finir mon travail. Et le roi lui dit mais je suis un roi capétien. Je suis le lieutenant du royaume des cieux. Je ne suis que le lieutenant par délégation. Et donc je dois faire la paix à tout prix, la paix dans l'unité des cœurs. Donc je ne peux plus maintenant faire la guerre. Et là, il lâche Jeanne. On peut dire il la lâche parce que quand Jeanne arrive à Saint-Denis, il est là, auprès d'elle, mais il n'ira pas l'accompagner à Paris. Et lorsqu'elle va attaquer la ville de Paris le 8 septembre, le jour de la Nativité, il n'est pas là. Et elle dira plus tard, si seulement le roi avait paru, alors nous aurions vaincu. Là, elle va être blessée à Paris, mais surtout, il y a un événement à Paris qui est très symbolique, parce qu'à l'époque, on croit aux symboles, à la force des symboles. Elle voit arriver des filles folieuses qui entreprennent des écuyers aux portes de Paris. Donc les filles folieuses sont revenues. Si on a gagné à Orléans, c'est parce que les filles folieuses, les écorcheurs, les écorchés, les enragés des jurements, tout ça, ça a disparu. Elle a dit je veux une armée, pas une crapaudaille, elle avait dit à Blois, à ses capitaines. Donc les filles folieuses sont parties. Là, elles sont revenues. Et donc, elle leur demande de faire retraite. Et l'une d'elles résiste à Jeanne et la toise. Et Jeanne la frappe avec son épée, l'épée de Sainte Catherine de Fierbois. Elle frappe tellement fort que l'épée se brise. La lame se brise. Et là, le roi lui dit, mais pourquoi on n'avait pas tapé avec un bâton? Et elle entend gémir les soldats qui disent, l'épée miraculeuse a vécu, le ciel nous abandonne. En réalité, on peut penser aussi que les soldats ne méritent plus les victoires, parce qu'ils ont repris les anciens comportements qu'elle avait fait reculer, qu'elle avait supprimés, qu'elle avait interdits. Et donc, en fait, la défaite de Paris, elle est entrée en elle, déjà, au moment où l'épée miraculeuse, l'épée de Charles Martel, l'épée de Sainte Catherine de Fierbois, l'épée qui lui porte chance, est brisée. Voilà. Et à partir de l'échec de Paris, c'est le doute, la suspicion, l'abandon. Récapitulons. Le doute autour d'elle et le doute en elle. Le doute autour d'elle, ses capitaines la quittent, le Beau-Duc s'en va, la Hire s'en va, Xaintrailles s'en va. L'armée du Sacre est dissoute. Les soldats changent de regard sur elle, ils se gaussent sur son passage. Certains même l'appellent la putain des Armagnacs. Le roi tient à bonne distance désormais les Armagnacs. Le conseil de cour a repris la main. Regnault de Chartres s'en va psalmodiant sur le thème, cette fille
Malmente, enflammée, toute assez folle fantomerie. Et donc en réalité, elle est une gêne. Et je dis le doute en elle parce que elle demande quoi faire, on lui dit rien. Elle a jamais appris à ne rien faire. On lui fait faire des cuirs pour encapuchonner les faucons à la chasse, alors que le roi n'aime pas la chasse. Elle apprend à lire quand même. À Sully-sur-Loire. Elle apprend à lire, à écrire, elle apprend à lire, à écrire, à compter, et ça compte pour la suite. On en reparlera tout à l'heure. Mais elle a la tentation, la nostalgie de Don Rémy. Ses voix se taisent. Où sont-elles? Que veulent-elles? Et donc, elle est dans le doute. Elle dit même à un moment donné, en traversant la campagne, j'aimerais mourir là. Et donc c'est un moment prodigieusement humain. Ce chef de guerre. Et elle, partout où elle arrive, plus personne se déplace sur son passage. Et comprend ce que c'est que la popularité. Comprend ce que c'est que d'être populaire et de ne l'être plus. Et donc, ce moment est touchant parce qu'il est absolument décisif, quoi. Et puis c'est là que, alors, le doute aussi survient lorsqu'elle comprend que on va l'employer à des missions de sergent de guet. Donc elle se dit, moi je suis venu pour sauver la France, et maintenant on me fait, je deviens une sorte de CRS de campagne là, pour attraper un certain Périné Grassard, un bandit. Bon, en fait, c'est Regnault de Chartres et le gros Georges qui disent on va l'envoyer là-bas, à la Charité-sur-Loire et à Saint-Pierre-le-Moutier, comme ça on va l'occuper, ça va la distraire de son obsession d'attaquer Paris, où elle a échoué, et ça va la distraire de toute influence sur le roi, toujours aussi muable, et qui ne pense plus du tout à l'idée de bouter les Anglais hors du royaume. Le roi, il passe son temps à faire des ambassades avec ses cousins bourguignons. Vous êtes sur Radio Courtoisie et nous écoutons Philippe de Villiers qui nous parle du roman de Jeanne d'Arc. C'est une émission que vous pouvez prendre en entier. Ceux qui n'ont pas eu la première partie pourront l'écouter dans la soirée ou l'écouter le lendemain matin. C'est bien sûr c'est une histoire passionnante, mais qu'on croit connaître et qu'on connaît finalement que souvent dans des grandes lignes et encore de façon extrêmement imprécise. Et là, nous avons un conteur merveilleux à l'oral et conteur merveilleux à l'écrit dans ce roman de Jeanne d'Arc qui vient de sortir chez Albin Michel et que je pense tous doivent se procurer parce que c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse faire maintenant. Non seulement pour ce Noël, mais pour les autres et c'est vrai que quand Jeanne arrivait quelque part, d'ailleurs, tout le monde criait Noël. C'était le cri de fête. Mais là, nous sommes dans le moment où la gloire semble passer. Elle est au bord de la capture et je repasse la parole à Philippe de Villiers. Oui, alors, en pleine nuit, pour échapper à son oisiveté, sans congé royal, elle décide de quitter la cour. Elle part à cheval. Elle rejoint un routier lombard, s'appelle Barretta, et avec une bande d'Italiens, elle devient chef de bande, chef de soudoyer. Elle erre dans la campagne, avec une seule idée, c'est sauver Compiègne. Je passe sur un certain nombre d'épisodes secondaires. Elle se retrouve à Compiègne. Elle rencontre Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne. Elle sort de Compiègne.
Elle a face à elle deux pièges qui vont se refermer sur elle. Les Anglais à Sénestre, les Bourguignons à Dextre, en face un marécage. Elle est forcée de faire retraite. Elle se retourne et au moment où il veut rentrer dans la ville, elle entend une voix énorme qui crie « Abaissez l'axe !» Elle ne reconnaîtra pas la voix. On ne sait pas qui a donné cet ordre. Est-ce une maladresse? Est-ce une volonté? Est-ce Guillaume de Flavie? Est-ce Regnault de Chartres? Quelqu'un d'autre? Un Anglais infiltré? En tout cas, l'air tombe et la ville est interdite. Un archer va s'approcher du cheval, un archer anglais, va tirer sur sa casaque d'or, la déséquilibrer, elle va tomber, elle est à terre, elle est prise, elle est cernée, elle est pressée, elle est menacée, arrêtée par le bastard de Vendôme, qui est un homme de Jean de Luxembourg, elle est remise à Jean de Luxembourg, qui est un homme du duc de Bourgogne. Et donc elle se retrouve prisonnière de guerre. Tant qu'elle est prisonnière de guerre, il y a de l'espoir, puisque les lois de la chevalerie s'appliquent à elle. Les lois de la chevalerie, c'est qu'elle peut être rachetée. Donc contre rançon, elle obtient sa liberté. Et donc, elle sait cela. En même temps, elle a peur, parce qu'elle sait bien que les Bourguignons sont les amis des Anglais, et qu'ils peuvent du jour au lendemain la livrer aux Anglais. Et là, elle est perdue. Donc on la transporte de prison en prison, Beaulieu, Beaurevoir, le Crotoy. Elle va tenter de s'évader à Beaurevoir. On n'a pas le temps de le raconter, mais c'est un épisode absolument dans le livre. Saisissant, voilà. Et puis, à un moment donné, la femme du duc de Bourgogne le laisse entendre que le duc de Luxembourg ne peut pas faire autrement, quoi. En fait, il est comme tous ces ducs, comme tous ces princes, il est faible. Faible devant plus puissant que lui. Et elle comprend qu'elle va être vendue, en fait, pour 10 000 francs. Elle va passer des geôles bourguignonnes aux geôles anglaises. Elle entre le 23 décembre dans la cour du château du Bouvreuil à Rouen. On l'a fait monter dans une tour. Il y a 7 marches très hautes, 3 renfoncements dans le cachot, un seul renfoncement pour la lumière, le salpêtre sur les murs, les housse-pailleurs qui l'attendent. Cette fois-ci, ce sont plus des Bourguignons, les geôliers. Les housse-pailleurs, ce sont des Anglais. Il crache sur elle, il pisse sur les murs, il tente de la forcer. Elle se retrouve sur une planche avec une paillasse, un linceul comme on dit. Elle est entravée aux chevilles, sur la poitrine, aux épaules, au cou, avec des chaînes traversantes et des anneaux de fer. Elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut même pas aller à nécessité de nature. Bientôt, on va amener une cage de fer. Elle demande pourquoi et la réponse est cinglante. On a peur que par un sortilège, elle s'envole. Qu'elle passe par la fenêtre et qu'elle disparaisse. Parce que c'est la sorcière. Donc les Anglais prennent toutes leurs précautions. Et là, le procès commence. Le procès que toi, Jacques, tu connais mieux que moi, et en tant qu'avocat que tu as disséqué, que tu as analysé. Sur le procès, je pose une question, je la pose à tous les deux. Est-ce que c'est un procès religieux ou un procès politique? Alors moi, j'apporte ma réponse. C'est un procès... C'est les deux. C'est un procès politique d'abord parce que c'est un procès voulu par les Anglais, payé par les Anglais,
organisé par les Anglais, truqué par les Anglais. On peut reprendre chacun des termes, c'est pas la peine, c'est une évidence. D'ailleurs, au château du Gouvreuil, elle va croiser le petit roi d'Angleterre, le petit roi de France et d'Angleterre, Henri VI. Il habite là. C'est le siège social de l'Angleterre en France. La résidence du régent, du gouverneur de Warwick qui va lui faire des visites. Et donc, en fait, elle habite juste à côté d'eux. Sauf qu'elle est dans un cachot. Et elle dira une chose, un jour, de temps en temps, les juges ont le hoquet. C'est normal, puisque le matin, ils sont ses juges, et le soir, ils sont convives du roi d'Angleterre. Et d'ailleurs, il y en a un, le procureur d'Estivée, je crois, il a un surnom. Et j'ai trouvé pourquoi. Bénédicité. Tu sais pourquoi il a ce surnom? C'est lui qui le prononce, oui. Avant le repas. Oui, c'est ça. Oui. Je crois que tu m'as bien lu. Oui. Oui. Et donc, et il l'insulte d'ailleurs à chaque fois. Bon. Et donc, en fait, les dés sont pipés. Donc oui, c'est un procès politique. Et alors, c'est un procès religieux, puisque il y a 3 questions successives au moins. Enfin, il y a est-ce que il y a eu des apparitions ou pas? Est-ce que la bid'homme, est-ce qu'elle avait le droit ou pas? Est-ce que c'est conforme aux lois de l'Église, Deutéronome, etc. Et 3e question, l'obéissance à l'Église, il semblerait qu'elle soit d'accord pour obéir à l'Église triomphante, mais pas trop à l'Église militante. Alors, il faut expliquer aux auditeurs politiques, religieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les Anglais se servent de Jeanne pour éclabousser et délégitimer le roi de France. Il faut que Jeanne soit condamnée comme une sorcière pour que ce soit une sorcière qui a emmené le roi à Reims. Il faut absolument anéantir le sacre, l'onction. Et pour anéantir l'onction, le sacre de l'huile sacrée, pour anéantir quelque chose de sacré, il faut quelque chose de plus sacré encore. Et donc, la sorcière doit être déclarée sorcière. Donc le sacre vient du diable et non pas de Dieu. Et ça change tout. Donc il s'agit de tuer son corps et son âme. Donc il faut ajouter au bûcher la flétrissure. Et donc il y a pas de trop d'un procès politique et d'un procès religieux pour ça. Voilà. Et alors il y a un aspect que je voudrais aborder avec toi, c'est la question du concile et du pape, parce que on est à l'époque, il y a 2 papes, Benoît XIII et un autre, et donc c'est la confusion. Et les évêques, enfin les gens d'église qui condamnent Jeanne, ils arrivent du concile de Constance et ils s'apprêtent à aller au concile de Bâle. Donc c'est pas n'importe qui. C'est l'université de Paris. C'est l'université de Paris qui est la cheville ouvrière du conciliarisme. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé au concile de Constance? Ils ont décidé que le concile était supérieur au pape. Et curieusement, alors là ça m'a beaucoup surpris, dans les pièces du procès, on trouve comment dirais-je, la demande récurrente de Jeanne: je veux voir le pape, je veux voir le pape, je veux que ce soit le pape qui me juge. Et elle y a droit, semble-t-il. Enfin, tu vas me répondre. Oui, elle y a droit. Oui. Normalement, ça aurait dû, d'ailleurs, ça a été jugé au procès de réhabilitation, enfin au procès d'annulation du premier, c'est que, normalement, ça arrêtait la procédure, et il devait être obligatoirement, à partir du moment où elle faisait appel au pape, dire on suspend, et on envoie la cause à Rome. Mais ça, c'est la gifle qu'elle leur fait. Parce que eux, ils sont, comme tu dis, ils sont l'université de Paris qui se définissait elle-même comme le soleil radieux de la chrétienté, et était supérieure à tout, quoi. Et moi, je pense que c'est un procès politique et un procès religieux, mais c'est d'une certaine façon, c'est plus que ça. Il y a aussi le fait que l'université de Paris, car c'est l'université de Paris qui écrit au roi de France et d'Angleterre en lui disant il faut absolument la juger. Parce que l'université de Paris, dans toute sa logique, où elle a construit sa théologie comme des intellectuels
selon laquelle le roi de France d'Angleterre était le vrai. Enfin bon, elle a construit le schéma idéologique de sa trahison. Jeanne, c'est un scandale intolérable. Et en plus, elle se dit envoyée par Dieu. Donc, comme tu disais, il faut absolument qu'elle soit du diable. Là, il n'y a pas de, il y a pas d'autre branche d'alternative. Si elle est de Dieu, eux, ce sont les derniers des derniers. Donc, il faut qu'elle soit du diable. Et donc, il y a la brutalité judiciaire, la brutalité politique, et celle qui est au-dessus de tout, qui est la cruauté ecclésiastique qui se met là-dedans, et comme tu dis, et qui va chercher à la persécuter, à la torturer, non seulement dans la chair, mais dans le cœur et dans l'âme. Alors là, maintenant, j'aborde un autre sujet. Nous étions parlé cet été à propos de l'abjuration. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé la question parce que c'est quelque chose qui me taraude. Et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, elle n'a pas abjuré. C'est-à-dire qu'elle n'a pas révoqué ses voix. Pour deux raisons. La première, c'est que, ça s'est avéré, on lui a fait réciter un texte qui n'est pas le texte qu'elle a signé, on est d'accord. Donc il y a eu une substitution, donc un trucage, voilà, une manipulation du texte. Il y a un petit texte, un grand texte, le texte qu'elle a signé, c'est le grand texte, c'est pas celui qu'elle a lu. Et il y a une deuxième raison, c'est que on lui fait signer, elle signe d'une croix et d'un rond. Puis après, on la force à signer de sa main, et là, il manque le A, bon. On voit bien que c'est une signature forcée, un peu comme le petit Louis XVII au Temple. Elle signe d'une croix et d'un rond. Et moi, j'ai repris les documents et j'ai découvert qu'elle savait lire. Alors, au début, elle sait que A et B, mais elle apprend à lire à Sully. Et la preuve, c'est que dans les lettres, à partir de mars 1430, c'est elle qui écrit, c'est elle qui signe, c'est bien la signature de Jeanne. Et à plusieurs reprises, pendant le procès, on n'y fait pas attention, elle dit « Ah mais ça je veux... » Oui. Le moi par écrit. Oui, voilà. Et voilà. je vous répondrai. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, cette fille qui sait écrire, qui sait lire, qui dit d'ailleurs « Je préfère signer qu'être brûlée ». Donc, elle sait signer. Elle fait une croix. Bon. Or, elle avait expliqué à son chapelain, quand je fais une croix, faut pas me croire. Quand je fais deux croix sur une lettre, faut me croire. C'était un langage codé. D'homme de guerre. Ouais, une ruse de guerre, voilà. Et elle sait ce que c'est que les chiffres, elle a appris à compter, donc un rond, c'est un zéro. Et là, alors là, j'aimerais avoir ton sentiment. Tous les historiens disent, c'est dans les pièces du procès, elle rit. Elle sourit. Et alors ils disent, les historiens, elle a un rictus nerveux. Non, elle a cru qu'elle les avait trompés. Exactement. Elle dit, je les ai Ah on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Voilà. Elle les a eus, mais elle les a pas eus, en fait. Ouais. Oui. C'est une journée de dupe. Oui. Une journée de dupe. Parce qu'elle s'est dit, je les ai eus, j'ai sauvé ma peau. Voilà. Exactement. Parce que, moi, je pense que pendant tout son procès, elle se dit, elle a une seule idée. Il faut que je sauve ma peau. Il faut que je gagne du temps. Ça se voit dans sa technique. Il faut que je gagne du temps. Et il faut parce que peut-être des copains vont arriver. Enfin, ça va. Il y en a un bien qui va venir me. Et puis j'ai pas fini mon boulot. Donc et puis en plus elle veut vivre. Là il y a une volonté de vivre d'une fille de 20 ans, enfin de 19 ans. Elle veut pas mourir quoi. Donc elle cherche à gagner du temps et elle cherche à être en prison d'église parce que enfin moi mon sentiment c'est que moi je dis ce sera plus facile de m'évader. Et en tout cas la vie sera plus supportable. Puis je crois qu'elle est, comme tu disais, elle est paysanne, elle est extrêmement réaliste. Et elle doit se dire, chaque jour gagné est un jour gagné. Bon. Donc, voilà, je ne vais pas plus loin, mais je cherche. Et là, elle se dit, je les ai eus. Ils ont cru m'avoir et moi je les ai eus. Exactement. Mais en même temps, je dis pas qu'elle a abjuré, mais à 2 ou 3 reprises, elle tombe. Comme on pourrait dire, Jésus tombe pour la première fois. Bon, et quand elle dit à ce moment, je ferai tout ce que vous voudrez, elle avait jamais dit ça avant. Est-ce qu'elle a peur? Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur. Elle a peur du feu. D'ailleurs, elle le dit après, j'ai eu peur du feu. Et donc, je crois que quand ces voix lui ont dit, tu as fait une grande mauvaiseté, Jeanne, c'est que, en fait, elle a fait une astuce de roublarde, de paysanne, de chef de guerre, de tout. Et ces voix lui disaient,
enfin, moi, je te dis mon sentiment total, mais on le trouve dans ton livre, d'ailleurs, je crois qu'on est d'accord, c'est pas à ton niveau, Jeanne. Exactement. C'est pas à ton niveau. Ouais, moi, aujourd'hui, les voix diraient, tu as finassé. Ouais. Tu as finassé, mais t'es pas fait pour ça. On t'avait dit d'être hardi et puis ne te chaille pas, quoi. Vas-y, fonce. Et comme on arrive à la fin de l'émission, je veux juste raconter évidemment la fin quand même. À 7h du matin, le 30 mai, donc, elle voit arriver le moine, le dominicain Martin Ladvenu, qui lui apporte les deux sacrements, le sacrement de pénitence et l'hostie, le sacrement de communion. Elle se confesse, elle communie. Quelques instants plus tard, enfin plusieurs heures plus tard, vers 8-9 heures, l'escorte descend l'escalier à vis. Elle suit, elle monte dans la charrette, elle baisse la tête, le rebras de son chaperon embranché lui dissimule le visage, les sanglots, les ornières sur le pavé bousculent et secouent ses épaules courbées, elle pleure, elle a froid, elle n'a sur elle qu'une toile, une tunique de toile écrue et soufrée, aux manches coupées, sans pourpoint. Derrière le cortège, on prendre le relais de la charrette et l'escorter une compagnie de guisarmes de gouges, une compagnie anglaise. On entend les roues sur le pavé. Silence de recueillement, silence d'épouvante partout. Les cierges suivent, quelques litanies au loin, les cloches du glas, sans fin. Les persiennes sont entr'ouvertes. Toute la ville est là. Elle est derrière les volets. Personne ne veut voir, mais tout le monde regarde. La ville se cache. Il y a quelques signes de croix qui sont volés à la rue. Et puis tout à coup, le cortège fait irruption sur la place du marché. Là, elle voit des estrades d'honneur, des dais rouges. Elle voit l'évêque Beauvais qui est agrippé à sa crosse des fois qu'il serait tenté de défaillir. Il n'y a plus une place, la place du marché noir de monde. Il y a du monde sur les toits, il y a les enfants accrochés aux pignons. Et c'est le moment où l'évêque de Beauvais fait les derniers gestes canoniques, prend son temps. La foule est impatiente. Il n'en a que faire. Elle ne l'écoute pas. Elle tombe en prière. Elle demande pardon à toute manière de gens qu'elle a rencontrés dans sa vie. Elle demande pardon à tous ceux qui lui ont fait du mal. Elle crie Marie, Sainte Catherine, Sainte Marguerite. Vous savez bien, vous, que je ne suis pas hérétique, que je suis une bonne chrétienne. Les Anglais lui font signe. Ils lui ôtent son chaperon, ils lui mettent une mitre d'infamie sur la tête en papier avec des diables grimaçants, apostates, mentresses. Et puis elle monte sur l'échafaud. Le bourreau l'attend, avec sa torche de résine. Il l'attache, il lui lie les mains, il l'attache aux épaules, à la ceinture, aux genoux. Et puis il jette sa torche de résine dans les fagots. Elle disparaît dans les flammes, la flamme monte, elle devient noire. On entend Jésus, Jésus. Et puis bientôt elle disparaît dans les fumées de la colonne de feu qui monte, qui se tord et qui tourbillonne. Sa tête chavire. Le feu a fait son œuvre. Un officier anglais s'approche, touille les fagots. Une nuée d'étincelles rejaillit du brasier. C'est fini. Le bourreau se penche sur le bois calciné. Il voit une chose étonnante. Nonobstant le soufre, l'huile, le charbon qu'il avait appliqué contre les entrailles de Jeanne, le cœur de Jeanne est demeuré intact dans la cendre. Alors le bourreau prend sa pelle, soulève le cœur, le brandit et crie, hurle. Et
Il a pas brûlé, il a pas brûlé. La foule est saisie. Elle s'en va. Une odeur de cendre se répand partout sur la place. Il y a une immense gêne. On entend des cris. Nous avons brûlé une sainte, nous avons brûlé une sainte. Et à l'heure de vêpres, les vêpres du Saint-Sacrement, un sac de toile est jeté depuis le pont Mathilde. Il est 5 heures. Et dans le sac, il y a le cœur de Jeanne qui roule dans le courant de la Seine. Il faudra attendre quelques années pour que Jeanne soit réhabilitée le 16 juillet 1456 et 5 siècles pour qu'elle soit canonisée le 6 mai 1920. Aujourd'hui, on peut lui parler, on peut lui écrire, on peut la prier parce qu'on sait qu'elle est vivante. Merci Philippe de Villiers pour ce Jeanne d'Arc à qui, ce livre magnifique à qui je souhaite autant de succès, plus encore peut-être que Charette et Saint-Louis. J'ose pas dire à cet instant d'émotion, mais je vais peut-être le dire. Et après, après Jeanne. J'ai voulu faire une trilogie sur les 3 vertus royales, les 3 vertus françaises, les 3 vertus civiques, la résistance populaire avec Charette, la tempérance, le bien commun avec Saint-Louis, l'espérance avec Jeanne d'Arc. Les leçons de Jeanne d'Arc, la leçon de Jeanne d'Arc, quand tout est désespéré, rien n'est désespéré. Eh bien, alors nous terminerons là-dessus parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour Noël et c'est la vraie leçon effectivement de Jeanne. J'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre où il y a des tas de jolies petites choses qui sont comme des petites fleurs, peut-être cueillies, peut-être un petit peu imaginées, mais il y en a une que j'ai bien aimée, c'est l'attention particulière de Jeanne pour tout ce qui est Orléans, ça m'est allé. Et Maison de France, ça m'est allé droit au cœur, et le duc de Vendôme, et la chanson de Vendôme. Il y a donc des choses qui sont très proches, en tout cas moi, de mes affections temporelles et politiques d'aujourd'hui. Merci. Merci.